Tante Céleste l'a mise à la porte un matin de janvier, avec une valise en carton et presque rien d'autre. Le bourg a regardé par les rideaux sans bouger. Personne n'a parié un centime sur elle. Ce que cette fille de 18 ans a construit seule dans une roche creuse au bord de la Loire, et ce qui s'est passé 2 ans plus tard, quand ceux qui l'avaient chassée ont eu besoin d'elle. C'est une histoire que je n'oublierai pas de sitôt. Si on vous a déjà fait sentir que vous valiez moins que ce que vous saviez, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires depuis quel endroit vous nous écoutez. Elle est le matin où Marguerite Aubert fut mise à la porte, il neigeait sur la vallée de la Loire depuis 3 jours. Pas la neige douce des cartes postales. Une neige dure, oblique, qui cinglait le visage comme du sable et transformait les ruelles du bourg en couloirs de glace pâle. Il était 7 heures du matin. La lumière n'était pas encore tout à fait là. La porte s'était fermée dans son dos avec le bruit sec d'une chose définitive. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas supplié. Elle avait simplement regardé le battant de bois peint en bleu, cette couleur qu'elle avait vue chaque matin pendant 4 ans, et elle avait attendu une seconde, comme on attend la fin d'une phrase qu'on n'a pas envie d'entendre. Puis elle avait ramassé sa valise en carton et serré contre sa poitrine le seul objet qui n'y rentrait pas. Un grand livre relié de cuir brun, épais, avec des planches botaniques dessinées à la plume. Dans la valise, il y avait peu. 2 robes, du linge, une photographie de ses parents prise avant la guerre, et l'écharpe de laine bordeaux que sa mère avait tricotée l'hiver d'avant de mourir, usée aux extrémités jusqu'à laisser voir le fil. 18 ans de vie tenaient dans un rectangle de carton que la courroie avait du mal à retenir. Le livre appartenait à son père. Henri Aubert avait été instituteur et passionné de botanique, 2 choses qui ne nourrissaient pas leur homme, mais qui lui avaient donné une façon d'être au monde que Marguerite avait héritée sans le savoir. Il était mort d'une pneumonie quand elle avait 11 ans. Sa mère l'avait suivi 2 ans plus tard d'une maladie que tout le monde dans la famille appelait simplement le chagrin. Marguerite avait alors 14 ans, et c'est ainsi qu'elle était arrivée chez tante Céleste. Céleste Vernet, née Aubert, était la sœur aînée du père. Une femme de 60 ans à l'époque, veuve depuis 10 ans d'un mari qui avait tenu la meilleure quincaillerie du canton et lui avait laissé en héritage une maison solide, une rente convenable et l'habitude d'être obéie. Elle n'était pas méchante, au sens étroit du terme. Elle ne frappait pas. Elle ne privait pas de nourriture. Elle était simplement de ces femmes pour qui l'ordre du monde est une affaire personnelle, et cet ordre voulait que les jeunes gens se taisent, travaillent et expriment leur gratitude par la docilité. Céleste avait recueilli Marguerite parce que la famille attendait qu'elle le fasse, et parce qu'une jeune fille dans la maison pouvait rendre des services. Elle n'avait jamais prétendu autre chose. Pendant 4 ans, Marguerite avait rendu ses services. Elle avait astiqué le carrelage, repassé les nappes, souri aux visites du dimanche. Et elle avait lu, le soir, à la bougie dans sa chambre, le livre de son père et tout ce que la bibliothèque communale lui prêtait. Céleste tolérait cela, à la façon dont on tolère une habitude étrange chez quelqu'un qu'on n'a pas tout à fait adopté. Ce qui était moins tolérable, c'était quand Marguerite parlait. Ce matin-là, dans la rue, personne ne parlait. Les maisons gardèrent leurs volets mi-clos malgré l'heure. Derrière une vitre, Marguerite aperçut le mouvement d'un rideau. Puis derrière une autre. Les gens regardaient, bien sûr qu'ils regardaient. Dans un bourg de cette taille, une jeune femme sur le seuil avec une valise par -6 degrés, ça ne passait pas inaperçu. Mais personne n'ouvrit sa porte. Personne ne cria son prénom. La neige continuait de tomber avec son indifférence habituelle, et les façades serrées les unes contre les autres ressemblaient à des visages qui avaient décidé de ne rien voir. Marguerite remonta le col de son manteau et fit un pas dans la rue. Puis un autre. La valise pesait peu, mais tirait sur l'épaule. Le livre était froid entre ses doigts negantés. Elle ne savait pas encore où elle allait. Elle savait seulement, avec cette certitude tranquille que les gens qui ont déjà tout perdu une fois reconnaissent immédiatement, qu'elle ne se retournerait pas. La rue descendait vers la Loire. Elle la suivit. Pour comprendre ce qui s'était passé ce matin-là, il faut remonter un peu. Pas très loin. Juste assez pour voir d'où venait Marguerite et ce qu'on avait fait de ce qu'elle était.
Henri Aubert avait été un homme de peu de moyens et de beaucoup de curiosité. Instituteur dans un village de l'Indre-et-Loire, il passait ses dimanches à parcourir les bords de Loire avec un carnet et une loupe, nommant les plantes comme d'autres hommes de son époque nommaient les saints, avec respect, avec précision, avec le sentiment que chaque nom donné était une façon de moins être étranger au monde. Il avait transmis cela à sa fille sans le décider vraiment, par osmose, par les promenades du dimanche, par les soirées où il lisait à voix haute les descriptions du grand livre brun pendant que sa femme cousait près de la lampe. Marguerite avait grandi avec l'idée que les plantes avaient des noms, des caractères, des usages, et que les connaître était aussi naturel qu'apprendre à lire. Quand il mourut, elle avait 11 ans. La pneumonie l'avait pris en février, rapidement, sans lui laisser le temps de faire ses adieux correctement. Sa mère, Yvonne, avait tenu 2 ans encore, mais quelque chose en elle s'était cassé ce février-là, et le chagrin avait fini le travail que la maladie avait commencé. Marguerite s'était retrouvée seule à 13 ans, puis confiée à tante Céleste à 14, après quelques mois chez une voisine qui ne pouvait pas la garder longtemps. L'arrivée chez Céleste n'avait pas été cruelle. C'était pire que ça. Elle avait été administrative. La tante avait ouvert la porte, regardé la petite avec ses 2 valises et son grand livre sous le bras, et dit « Ta chambre est au fond du couloir. Le repas est à midi et à 7 heures. Tu feras ta part. » Il n'y avait pas eu d'embrassade, pas de larmes. Juste cette phrase sèche qui définissait d'emblée les termes du contrat. Les années qui suivirent ressemblèrent à cela. Marguerite faisait sa part, et souvent un peu plus. Elle se levait tôt, préparait le feu, nettoyait, portait, cousait, servait. Elle le faisait sans se plaindre parce qu'elle avait compris très vite que se plaindre ne changeait rien et coûtait cher en regards froids et en silence pesant. Céleste n'humiliait pas avec des mots. Elle humiliait avec le silence qui suit une remarque ignorée, avec la façon de reprendre un travail déjà fait devant la personne qui l'avait fait, avec ce sourire discret adressé aux visites du dimanche qui signifiait « Vous voyez comme je suis patiente ». Marguerite continuait de lire, et sans vraiment s'en rendre compte, elle continuait de ramasser des plantes. C'était une habitude si ancienne qu'elle n'y pensait plus. En revenant du marché, elle cueillait quelques feuilles de mélisse le long du mur. En allant chercher le lait chez le voisin, elle notait mentalement que la valériane était en fleurs dans le fossé. Elle faisait sécher des herbes dans sa chambre, suspendues par petites bottes au-dessus de la fenêtre, parce que son père l'avait fait avant elle, et que ça lui semblait aussi évident que de mettre ses chaussures avant de sortir. Elle ne pensait pas que c'était un savoir. C'était juste une façon d'être. L'incident avait eu lieu en novembre, 3 semaines avant son expulsion. Le docteur Marchais était venu rendre visite à Céleste pour un problème bénin, et il s'était attardé dans le salon à boire le café, en parlant d'une épidémie de toux qui courait dans les fermes du plateau. Il avait mentionné le sirop qu'il prescrivait, un mélange à base de thym et de pin sylvestre qu'on commandait à la pharmacie de Tours. Marguerite, qui servait le café, avait dit tranquillement qu'on pouvait obtenir le même effet avec du lierre terrestre infusé dans du miel, que ça poussait au bord du chemin communal et que c'était ce que les anciennes utilisaient avant que les pharmacies existent. Le docteur Marchais avait souri de ce sourire particulier que les hommes d'une certaine époque réservaient aux femmes qui parlaient de choses sérieuses. Céleste avait regardé sa nièce avec une expression qui signifiait « Range-toi ». Mais la voisine présente ce jour-là avait essayé la tisane sur son mari, et le mari avait guéri en 4 jours. La nouvelle avait fait le tour du bourg en moins d'1 semaine. Ce n'était pas la guérison du voisin qui avait mis Céleste hors d'elle. C'était le fait que tout le monde en parlait, et que dans chaque conversation, il y avait le nom de Marguerite. Elle marcha longtemps sans savoir où elle allait. La Loire était là, à sa gauche, grise et large sous le ciel blanc, charriant des morceaux de glace qui dérivaient lentement comme des îles provisoires. Le chemin de halage était désert. Ses chaussures n'étaient pas faites pour la neige, et elle sentait le froid remonter par la semelle à chaque pas, s'installer dans ses orteils, puis dans ses chevilles, avec cette progression méthodique qui finit par ressembler à de l'indifférence. Elle portait la valise d'une main et le livre de l'autre, et elle changeait de main toutes les 10 minutes parce que ses doigts engourdis lâchaient de prise sans prévenir. Elle ne pleurait pas. Elle avait l'impression qu'il n'y avait pas de place pour les larmes dans ce froid-là, que l'air était trop sec et trop dur pour ce genre de choses,
et qu'il valait mieux garder toute son énergie pour mettre un pied devant l'autre. Vers midi, elle s'arrêta pour manger le morceau de pain qu'elle avait glissé dans sa poche le matin, avant que tout commence. Elle s'assit sur une borne en pierre au bord du chemin et regarda le fleuve. Il y avait quelque chose d'étrange à manger seule au bord de la Loire en janvier, avec une valise à ses pieds. Elle pensa à son père qui lui avait appris le nom de toutes les plantes des berges. Elle pensa à sa mère qui cousait près de la lampe. Puis elle cessa de penser et finit son pain. C'est en reprenant la marche, une heure plus tard, qu'elle vit les falaises de Tuffeau. Elle les connaissait de vue. Tout le monde dans la région connaissait ces parois de pierre blonde qui bordaient la vallée. Creusées depuis des siècles par les carriers, les vignerons, les gens qui avaient besoin d'espace sans avoir les moyens d'en construire. Il y avait des maisons là-dedans, des caves, des chapelles entières taillées dans la roche. La plupart étaient habitées, mais pas toutes. Celle qu'elle trouva était à l'écart du chemin, dissimulée derrière un rideau de ronces et deux acacias penchés l'un vers l'autre, comme pour se parler. Une ouverture basse, fermée par ce qui avait été une porte, et n'était plus qu'une planche maintenue par un loquet rouillé. Devant, une sorte de terrasse naturelle, un replat dans la pente où la neige s'était accumulée sans que personne ne la dérange. Pas de traces de pas, pas de fumée. Rien que ce silence particulier des endroits où personne ne vit plus depuis longtemps. Marguerite poussa la planche. L'odeur la saisit avant les yeux. Une odeur de pierre froide et d'humidité ancienne, de terre et de quelque chose de végétal, presque sucré, qu'elle mit quelques secondes à identifier. Du bois de vigne sec, quelque part dans le fond. Quand ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, elle vit une grande pièce creusée dans le tuffeau, avec un plafond bas et arrondi comme la nef d'une petite église. Les murs étaient lisses, couleur de miel pâle. Le sol était en terre battue, sec malgré l'hiver. Dans un angle, un tas de paille pourrie. Dans un autre, une table à tréteaux et un tabouret à 3 pieds. Et tout au fond, une deuxième ouverture qui donnait sur une pièce plus petite, plus sombre, plus froide. Une cave dans la cave, taillée plus profond dans la roche. Elle posa sa valise, elle posa son livre. Elle resta debout au milieu de la pièce et elle écouta. Il n'y avait rien à entendre. C'est ce qui la frappa le plus. Pas le silence de la rue quand les gens font semblant de ne pas vous voir. Un silence propre, sans arrière-pensée, le silence d'un endroit qui n'attend rien de vous et ne vous en veut pas non plus. Les premières nuits furent difficiles. Le froid, surtout, un froid qui ne ressemblait pas à celui du dehors, plus stable, plus enveloppant, mais qui suffisait à empêcher le sommeil. Elle dormit habillée avec l'écharpe de sa mère enroulée autour du cou, et elle apprit vite à ramasser du bois mort avant la nuit tombée et à faire durer le feu le plus longtemps possible. La peur venait surtout entre 2 et 4 heures du matin, quand la pièce craquait et que son imagination meublait l'obscurité de formes qu'elle savait inexistantes. Elle attendait ces heures-là en serrant le livre de son père contre elle comme un talisman. C'est pendant l'une de ces nuits d'insomnie, à la lueur tremblante d'une bougie, qu'elle explora la pièce du fond et trouva, posé sur une saillie de pierre à hauteur d'épaule, un cahier recouvert de toile cirée noire. Elle l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient jaunies mais lisibles, couvertes d'une écriture serrée et régulière, à l'encre brune. En haut de la première page, quelqu'un avait écrit, d'une main appliquée, « Recettes et observations pour la conduite du vin blanc de Tuffeau », à l'usage de celui qui saura lire entre les lignes. Marguerite resta longtemps immobile, le cahier entre les mains, pendant que la bougie se consumait lentement et que le silence de la roche l'enveloppait de toutes parts. Elle lut jusqu'à l'aube. Le cahier avait appartenu à un certain Édouard Bassin, vigneron, mort selon toute vraisemblance depuis longtemps, puisque les dernières entrées dataient de 1921. Il avait tenu ses notes avec la rigueur d'un homme qui sait que ce qu'il sait ne durera que s'il l'écrit. Les températures de cave mois par mois, les dates de taille, de vendange, de soutirage, les erreurs et leurs causes probables, notées sans complaisance. Les réussites et ce qui les avait précédées. Et entre les observations techniques, de temps en temps, une phrase courte, presque personnelle, « Le tuffeau garde mieux que la mémoire des hommes ». Ou encore, « Une vigne qu'on abandonne ne meurt pas, elle attend ».
Marguerite relut ces pages des dizaines de fois pendant les premières semaines. Elle les relut jusqu'à les connaître par cœur, jusqu'à entendre la voix d'Édouard Bassin dans sa tête comme celle d'un professeur patient qui répond toujours à la même question sans jamais se lasser. Le cahier était devenu sa bouée. Pas métaphoriquement, réellement. Il lui donnait quelque chose à comprendre chaque matin, quelque chose à vérifier, quelque chose à faire. Et dans la situation où elle se trouvait, avoir quelque chose à faire était la seule forme de dignité accessible. Les vignes, elle les avait repérées dès la deuxième semaine. Il fallait grimper derrière le troglodyte par un sentier que les ronces avaient presque entièrement recouvert, traverser un taillis de châtaigniers et déboucher sur un coteau exposé au sud-ouest où les rangs étaient encore visibles sous les herbes folles et les rejets sauvages. Ils avaient été abandonnés depuis au moins 15 ans, peut-être 20. Les ceps s'étaient tordus, envahis de bois mort, méconnaissables pour un œil non exercé. Mais ils étaient vivants. Marguerite le vit à la façon dont les sarments les plus récents cherchaient encore la lumière, obstinément, comme si personne ne leur avait dit qu'il était trop tard. Elle commença à tailler en février, avec un vieux sécateur qu'elle avait trouvé accroché à un clou dans le troglodyte, rouillé mais encore fonctionnel après quelques heures de frottage avec de la graisse de porc. Elle ne savait pas tailler une vigne. Elle avait le cahier d'Édouard Bassin, quelques phrases sur le sujet, et ses mains. Elle coupa trop, certains jours. Pas assez, d'autres. Elle observa ce qui repoussait, où, comment. Elle prit ses propres notes dans les marges blanches du cahier, au crayon, pour ne pas abîmer ce qui était écrit à l'encre. Petit à petit, à force d'erreurs et de corrections, quelque chose qui ressemblait à une méthode commença à se former. Le plan était simple et elle y croyait avec une conviction totale. 2 ans de travail sur la vigne. Une première cuvée modeste, 20, 30 bouteilles peut-être. La vente au marché de Chinon ou d'Amboise. Et avec cet argent, l'autonomie. Pas la richesse. Marguerite n'avait jamais pensé en termes de richesse. Juste la possibilité de ne devoir à personne le droit d'être là où elle était. Le vin lui semblait la réponse évidente, presque élégante, à la question que sa vie lui posait depuis des années. La vallée de la Loire était une terre de vignes. Le tuffeau était une roche à vin. Le cahier d'Édouard était un guide. Et elle avait le temps, la solitude, et cette capacité à apprendre que personne n'avait jamais pu lui ôter, même quand tout le reste lui avait été retiré. Le printemps arriva avec une douceur presque indécente après la rigueur de janvier. Les ceps qu'elle avait taillés se couvrirent de bourgeons verts, timidement d'abord, puis avec une abondance qui la fit s'arrêter au milieu du coteau un matin, poser ses outils et rester là quelques minutes à regarder. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle ressentait quelque chose qui n'était pas de la survie. Elle rentra ce soir-là dans le troglodyte, ralluma le feu et ouvrit le cahier à la page qu'elle préférait, celle où Édouard Bassin avait écrit, entre 2 observations sur la fermentation: le vin n'est pas le raisin, ni le travail, ni la cave. Il est la somme de tout ce qu'on a fait sans savoir encore ce qu'on faisait. Elle ne savait pas encore à quel point cette phrase s'appliquerait à autre chose qu'au vin. L'été arriva chaud et sec sur le coteau, et Marguerite apprit ce que signifiait vraiment travailler la terre. Pas le travail domestique de chez Céleste, mécanique et invisible, qu'on recommençait chaque jour parce que chaque jour il était défait. Un travail différent, qui laissait des traces, qui s'accumulait, qui transformait lentement quelque chose d'inerte en quelque chose de vivant. Elle se levait avec le jour, montait au coteau, travaillait jusqu'à ce que la chaleur de l'après-midi devienne insupportable, redescendait dormir 2 heures dans la fraîcheur du troglodyte, puis remontait jusqu'au soir. Ses mains changèrent, ses épaules changèrent. Elle maigrissait un peu mais dormait profondément, sans les heures de peur entre 2 et 4 heures du matin. Le problème de la nourriture était réel. Elle avait quelques économies, pas beaucoup, de quoi tenir quelques mois si elle était rigoureuse. Elle pêchait dans la Loire quand elle pouvait. Elle ramassait ce que les bois donnaient. Mais ce n'était pas suffisant pour tenir une année entière, et elle le savait. C'est ainsi qu'elle rencontra Fernand Couet. Il avait 70 ans, peut-être plus, avec un visage que le soleil de 40 vendanges avait travaillé comme du vieux cuir.
Il possédait 3 hectares de vignes 1 kilomètre plus haut sur le coteau et une méfiance tranquille envers tout ce qu'il ne connaissait pas. La première fois qu'il vit Marguerite sur le sentier avec ses outils, il ne dit rien. La deuxième fois, il lui demanda ce qu'elle faisait là. La troisième fois, il écouta sa réponse jusqu'au bout sans l'interrompre, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle lui proposa un échange. Elle travaillerait pour lui 2 matinées par semaine, désherbage, palissage, tout ce qu'il voudrait. Et en échange, il lui donnerait de quoi manger. Du pain, des légumes, ce qu'il avait. Fernand la regarda un long moment, puis dit « Une matinée ». Elle dit « 2 ». Il dit « On verra » et rentra chez lui. Le lendemain matin, elle était là à 6 heures devant sa vigne, et il ne dit plus rien sur le sujet. Fernand ne parlait pas beaucoup, mais il observait. Marguerite le sentait qui la regardait travailler, qui notait comment elle tenait le sécateur, comment elle lisait les ceps, comment elle prenait des décisions. Il ne la corrigeait presque jamais. Une fois, il déplaça ses mains sur un sarment pour lui montrer l'angle exact d'une coupe, sans explication, comme on montre quelque chose à quelqu'un qui comprendra par lui-même. Une autre fois, il posa sur son chemin, sans commentaire, un vieux manuel de viticulture dont la couverture était tellement usée qu'on ne pouvait plus lire le titre. Elle le lut en 2 jours. Il continuait de revenir. C'était cela, avec Fernand, qui comptait le plus. Il aurait pu se contenter de recevoir son travail et de lui donner du pain sans s'intéresser à ce qu'elle construisait de l'autre côté du coteau. Mais il revenait. Et dans ces visites silencieuses, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la considération, ce sentiment rare que quelqu'un vous regarde vraiment faire et n'est pas pressé de partir. La vendange eut lieu en septembre, sous un ciel d'une clarté presque agressive. Les grappes n'étaient au pas belles. Petites, irrégulières, certaines abîmées par le mildiou qu'elles n'avaient pas su prévenir à temps. Mais elles étaient là. Marguerite les cueillit une à une, les porta dans des seaux jusqu'au troglodyte, écrasa le tout dans la cuve en bois qu'elle avait récupérée dans une grange abandonnée et réparée avec des cercles de fer neufs, achetés avec ses dernières économies. Elle suivit les instructions du cahier d'Édouard à la lettre. La fermentation commença 3 jours plus tard, reconnaissable au gargouillis sourd qui montait de la cuve et à l'odeur sucrée et acide qui envahissait la pièce. Elle s'endormit ce soir-là en écoutant travailler le vin. En remontant du coteau ce même soir, elle avait cueilli, presque sans y penser, quelques tiges de millepertuis qui poussaient entre les rochers et une poignée de feuilles de sauge sauvage. Elle les suspendit au plafond de la cave, comme elle avait toujours fait, parce que c'est ce qu'on faisait avec les plantes qu'on trouvait sur son chemin. Ça ne voulait rien dire de particulier. C'était juste une habitude. Le vin était mauvais. Elle le sut dès la première gorgée en décembre, quand elle ouvrit le robinet de la cuve et remplit un verre avec les mains qui tremblèrent légèrement d'anticipation. L'odeur aurait dû la prévenir. Quelque chose de trop acide, de piqué, qui n'avait pas la rondeur que le cahier d'Édouard décrivait. Mais elle avait tellement voulu que ce soit bien qu'elle avait mis l'odeur sur le compte de son inexpérience, sur le compte de son nez qui ne savait peut-être pas encore lire le vin correctement. La gorgée lui ôta tout doute. C'était du vinaigre. Du vinaigre trouble, à peine alcoolisé, qui laissait dans la bouche un arrière-goût métallique et amer. Elle posa le verre. Elle resta assise devant la cuve un long moment sans bouger. Dehors, la Loire charriait ses glaces de décembre, et le vent passait sous la porte du troglodyte avec un sifflement régulier et indifférent. Elle recommença au printemps suivant avec plus de méthode et moins d'espoir naïf. Elle avait analysé ses erreurs dans les marges du cahier. Température de fermentation trop haute. Cuve mal nettoyée, probablement. Raisin pas assez mûr, récolté trop tôt par impatience. Elle corrigea chaque point avec une précision presque froide. Elle nettoya la cuve au soufre comme Édouard le recommandait. Elle attendit pour vendanger que les grains soient à leur degré exact. Elle surveilla la fermentation nuit et jour pendant 2 semaines, comme une mère surveille un enfant malade. Le deuxième vin était moins mauvais. Il était buvable, à la façon dont est buvable une chose qu'on boit parce qu'on n'a pas le choix. Pas aigre cette fois, mais plat, sans caractère,
avec cette mollesse des vins qui ont manqué de quelque chose d'essentiel qu'on ne sait pas nommer. Elle en apporta un verre à Fernand sans commentaire. Il le goûta, posa le verre et dit, avec la douceur particulière des gens qui ne savent pas mentir, mais n'aiment pas non plus faire du mal: ce coteau n'a jamais donné de bon vin, petite. Les anciens le savaient. C'est pour ça qu'Édouard Bassin a arrêté. Elle rentra sans répondre. Le deuxième hiver fut brutal, comme si le ciel avait décidé de se mettre du côté de ses doutes. Le gel arriva tôt, en novembre, et ne repartit pas. La Loire gela sur les bords pour la première fois depuis des années. Le bois était difficile à trouver sec, et les nuits dans le troglodyte atteignaient des températures qui rendèrent le sommeil difficile et les matins douloureux. Elle avait moins de réserve que l'année précédente, parce qu'elle avait tout misé sur la vigne et pas assez pensé au reste. Elle maigrissait d'une façon qui commençait à l'inquiéter elle-même. C'est pendant ce deuxième hiver qu'elle pensa sérieusement à partir. Pas une pensée abstraite, mais concrète, avec des détails. Elle pourrait aller à Tours, trouver une place de domestique, recommencer à zéro dans un anonymat total. Ce serait une défaite, mais une défaite vivante valait mieux qu'une victoire morte. Elle pensa à cela plusieurs soirs de suite, allongée sous ses couvertures en écoutant le vent. Et chaque soir, la conclusion était différente, selon l'heure à laquelle elle s'endormait. La nuit du 17 janvier, quelqu'un frappa à la porte du troglodyte. C'était Henriette Aumont, une femme d'une quarantaine d'années qui habitait la ferme en contrebas avec son mari et ses 3 enfants. Marguerite la connaissait de vue. Elle s'était les croisés sur le chemin quelquefois sans vraiment se parler. Henriette avait les yeux gonflés de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 2 jours, et les mains serrées devant elle comme pour retenir quelque chose qui risquerait de tomber. Son fils cadet avait de la fièvre depuis 3 jours. Ça ne descendait pas. Le médecin ne pouvait pas venir avant le lendemain à cause des routes. Elle avait vu la lumière dans le troglodyte et elle ne savait pas très bien pourquoi elle avait frappé. Elle avait juste frappé. Marguerite la fit entrer. Elle prit les herbes qui séchaient au plafond, celles qu'elle avait ramassées cet automne sans y penser, et elle prépara une tisane de sureau et de tilleul pour faire tomber la fièvre, une autre de thym sauvage pour dégager la poitrine. Elle expliqua à Henriette comment les donner, les intervalles, les quantités. Elle lui emballa le tout dans un linge propre et la regarda repartir dans la nuit froide avec ses 2 petits paquets contre la poitrine. Elle referma la porte et resta debout dans le silence de la cave, les mains vides, à regarder les herbes qui restaient suspendues au plafond. Elle n'avait pas pensé une seconde à ce qu'elle faisait. Elle avait juste fait. 3 semaines après la visite d'Henriette, le fils cadet était sur pied. La nouvelle avait circulé comme circulent toutes les nouvelles dans les bourgs de cette taille. Vite, et en changeant légèrement de forme à chaque bouche. Certains disaient que la jeune femme du troglodyte avait des plantes qui guérissaient mieux que le médecin. D'autres étaient plus prudents. Mais tout le monde savait. Marguerite, elle, continuait à surveiller sa cuve et à se demander si le 3e essai donnerait quelque chose de buvable. Le soir du 8 février, il recommença à neiger. Pas la neige fine et obstinée de janvier. Une vraie chute, épaisse, silencieuse, qui effaçait les contours des choses en quelques heures et rendait les chemins méconnaissables. Marguerite avait rentré du bois pour 3 jours et n'avait pas l'intention de sortir. Elle lisait le cahier d'Édouard pour la 100e fois, cherchant ce qu'elle avait encore mal compris, quand elle entendit un bruit sur le sentier. Des pas, irréguliers, lents, avec quelque chose dedans qui ressemblait à de l'hésitation ou à de l'épuisement. Elle posa le cahier et attendit. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Il n'y eut pas de coup frappé tout de suite. Juste une présence, de l'autre côté du bois, qui semblait chercher ses forces. Puis 3 coups. Faibles. Marguerite ouvrit. Céleste Vernet se tenait dans la neige, le visage couleur de cire, les lèvres légèrement bleutées, les yeux brillants du mauvais éclat des fièvres hautes. Elle portait son manteau noir du dimanche, celui qu'elle mettait pour la messe et pour les enterrements, comme si elle avait voulu se présenter correctement, mais n'avait plus eu la force de choisir autre chose. Elle tremblait de façon visible, ce tremblement profond et incontrôlable qui vient du corps entier, et pas seulement du froid. Dans sa main droite, elle tenait son sac à main en cuir, serré contre elle par une habitude plus forte que la maladie.
Les deux femmes se regardèrent. Il y avait 2 ans et 1 mois que Marguerite n'avait pas vu ce visage. Elle n'avait pas préparé ce moment parce qu'elle n'avait pas cru qu'il arriverait. Elle ne ressentit pas ce qu'elle aurait peut-être attendu ressentir. Ni colère, ni satisfaction, ni cette douceur vengeresse des retournements de situation. Elle ressentit quelque chose de plus simple et de plus difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait à de la lucidité. Elle s'effaça pour laisser passer la vieille femme. Céleste entra sans un mot. Ses pieds laissèrent des traces mouillées sur le sol en terre battue. Marguerite la fit asseoir sur le tabouret près du feu, lui retira son manteau, constata que la fièvre devait dépasser 39, peut-être 40. Sa respiration était courte, avec un bruit rauque à chaque inspiration qui indiquait que les bronches montaient étaient touchées. Elle avait dû marcher longtemps dans le froid avant d'arriver ici, ou peut-être qu'elle était déjà malade depuis plusieurs jours et qu'elle avait attendu trop longtemps avant de partir. Marguerite alla chercher ses herbes. Elle travailla toute la nuit avec la concentration tranquille des gens qui savent ce qu'ils font, et qui le savent d'autant mieux qu'ils ne se posent pas la question. Une décoction de sureau noir pour faire suer la fièvre. Un cataplasme de feuilles de lierre chauffées sur la pierre et posées sur la poitrine pour desserrer les bronches. Une infusion de thym sauvage et de miel, donnée toutes les 2 heures en petite quantité pour ne pas fatiguer l'estomac. Elle avait appris tout cela dans le livre de son père, dans les conversations de vieilles femmes entendues enfants, dans les années à ramasser sans penser que cela servirait un jour à quelque chose d'important. Ce savoir était là, dans ses mains, aussi naturellement que la façon dont elle tenait un sécateur ou reconnaissait une plante à son odeur. Céleste ne parla pas de la nuit. Elle était trop faible pour parler, et peut-être aussi parce que certaines situations sont au-delà des mots disponibles. Elle se laissa soigner avec une passivité qui n'était pas dans son caractère et qui disait, mieux que n'importe quelle phrase, l'état dans lequel elle se trouvait. Une fois, vers 3 heures du matin, elle attrapa le poignet de Marguerite quand celle-ci changeait le cataplasme. Elle ne dit rien. Elle tint le poignet quelques secondes, puis le lâcha. À l'aube, la fièvre commença à descendre. Marguerite le sentit avant même de poser la main sur le front de la vieille femme. Quelque chose dans la respiration qui se régularisait, dans le tremblement qui s'apaisait. Céleste s'endormit d'un vrai sommeil peu après 6 heures, la respiration encore laborieuse mais régulière, le visage un peu moins blanc. Quand elle se réveilla en milieu de matinée, elle resta longtemps sans parler, les yeux ouverts, à regarder le plafond arrondi du troglodyte, les herbes suspendues, la cuve de vin dans le coin, les étagères de pierre où les bocaux et les sachets étaient rangés avec soin. Elle regarda tout cela longuement, avec l'attention particulière de quelqu'un qui voit vraiment quelque chose pour la première fois. Puis elle dit, d'une voix encore rauque, « Tu as fait tout ça toute seule. Ce n'était pas une question. » 1 mois plus tard, Céleste Vernet était rentrée chez elle, marchait jusqu'à l'église le dimanche et recevait ses voisines pour le café du jeudi comme avant. Elle ne parlait pas beaucoup de ce qui s'était passé dans le troglodyte. Mais elle ne l'avait dit à personne de garder le silence non plus. Et dans un bourg de cette taille, le silence qu'on ne demande pas est un silence qui ne dure pas. Les gens commencèrent à venir en mars. Le premier fut un homme d'une 50aine d'années, chapeau à la main, qui frappa à la porte un matin avec la gêne de quelqu'un qui n'est pas certain d'être au bon endroit. Il avait des douleurs dans les articulations depuis l'automne. Le médecin lui avait donné des cachets qui ne faisaient même pas grand-chose. Et sa femme avait entendu dire que... Il laissa la phrase en suspens, comme si la finir eût été admettre quelque chose qu'un homme de sa génération n'admettait pas facilement. Marguerite le fit entrer, l'écouta, lui prépara une macération de reine des prés et de feuilles de cassis pour l'inflammation. Elle lui expliqua comment la prendre, en quelle quantité, et lui dit de revenir dans 3 semaines lui dire si cela avait changé quelque chose. Il revint en 2 semaines pour lui dire que oui. Après lui vinrent d'autres. Une femme qui ne dormait plus depuis la mort de son mari. Un enfant avec des bronches fragiles que l'hiver reprenait chaque année. Une vieille agricultrice dont les mains étaient tellement abîmées par l'arthrite qu'elle ne pouvait plus tenir ses couverts correctement. Ils arrivaient timidement d'abord, avec cette façon particulière de frapper qui dit qu'on est prêt à repartir si on vous ouvre avec le mauvais visage. Puis, de moins en moins timidement,
Au fur et à mesure que revenait la nouvelle que la jeune femme du troglodyte écoutait sans juger, répondait sans condescendance, et ne faisait pas payer ce qu'elle donnait. Cette dernière chose, Marguerite l'avait décidée sans vraiment y réfléchir. Certains lui laissaient alors quelque chose en partant. Des œufs, un pot de confiture, une fois un lapin préparé enveloppé dans du papier journal. Elle acceptait sans faire de commentaires. D'autres ne laissaient rien et elle ne le relevait pas non plus. Il ne s'agissait pas de commerce. Elle n'aurait pas su dire exactement ce dont il s'agissait, sinon que quand les gens repartaient avec quelque chose dans les mains et quelque chose de différent dans le visage, elle ressentait une satisfaction d'une nature qu'elle ne connaissait pas encore et qui n'avait aucun rapport avec les cuves de vin qui fermentèrent dans le fond de la cave. Le vin était toujours là. Le troisième essai était meilleur que le deuxième, honnête sans être remarquable. Elle y travaillait encore, avec moins d'urgence qu'avant, comme on continue un projet auquel on croit mais qui n'est plus la seule chose à laquelle on croit. Les gens qui venaient la voir regardèrent parfois les cuves avec curiosité et elle expliquait, et la conversation dérivait vers autre chose. Et personne ne semblait attendre d'elle qu'elle devienne vigneronne avant tout le reste. Même elle avait cessé d'y penser en ces termes. Ce changement s'était produit si graduellement qu'elle ne pouvait pas dire à quel moment exact il avait eu lieu. Comme quand la lumière change en fin d'après-midi. On ne voit jamais le moment précis. On constate seulement qu'à un certain point, c'est différent de ce que c'était. Fernand vint un soir de mai, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il venait d'habitude le matin et rarement. Il portait quelque chose enveloppé dans une toile de jute, un plant de vigne avec ses racines protégées dans de la terre humide. Il le posa sur la table sans cérémonie et dit que c'était un chenin blanc, un vieux plant qu'il avait gardé d'une vigne de son père, adapté au tuffeau depuis plusieurs générations. Ce coteau-là ne donnerait jamais rien avec le cépage qu'elle avait. Mais avec ça, peut-être. Marguerite regarda le plant. Elle regarda Fernand. Il dit « Pour quand tu seras prête ?» Puis il repartit sur le chemin sans se retourner, avec cette façon qu'il avait de faire les choses importantes comme si elles étaient ordinaires, parce qu'il pensait probablement que les choses importantes étaient toujours ordinaires pour ceux qui les font vraiment. Elle posa le plant dans un coin de la cave, dans l'obscurité fraîche du tuffeau, et le regarda un long moment. Il y avait dans ce plan quelque chose qui ressemblait à une promesse faite sans mots. Elle n'était pas pressée. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas pressée du tout. Les enfants arrivèrent par le chemin des châtaigniers un samedi de juin, envoyés par leur grand-mère avec un panier de fruits et une politesse apprise. Il y en avait 3. L'aîné avait 12 ans, les 2 autres moins. Ils s'arrêtèrent devant le troglodyte avec cette hésitation particulière des enfants qui ont été bien élevés et ne savent pas encore que les bonnes manières ne servent à rien devant une porte dont ils ignorent ce qui se trouve derrière. Marguerite les fit entrer. Elle leur montra les herbes suspendues au plafond, leur en fit sentir quelques-unes, leur demanda s'ils savaient les nommer. Ils ne savaient pas. Elle leur dit les noms, les usages, les saisons. La cadette, qui avait 8 ans et s'appelait Louisette, répéta chaque nom 2 fois à voix basse, avec la concentration d'une personne qui sait que les mots ont de la valeur et qu'il vaut mieux ne pas en perdre. Marguerite la regarda faire et ressentit quelque chose qu'elle reconnut, quelque chose qui venait de loin, de l'époque où son père lui montrait une plante et attendait qu'elle la nomme correctement avant de continuer la promenade. Ils revinrent le samedi suivant sans qu'on le leur demande. Ce qui commença comme des visites devint autre chose progressivement. L'aîné Thomas s'intéressa aux vignes du coteau et Marguerite lui apprit à lire un cep, à distinguer le bois mort du bois dormant, à comprendre pourquoi on taillait à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Louisette voulait savoir pour les plantes, toujours plus, avec cette curiosité vorace des enfants qui ont trouvé quelque chose qui leur ressemble. Le troisième, un garçon silencieux de 10 ans nommé Paul, dessinait. Il apporta un cahier un jour et commença à crayonner les plantes que Marguerite leur montrait, avec des détails qui la surprirent. Il voyait la forme des feuilles avec une précision que les adultes perdent d'habitude, parce qu'ils savent déjà à quoi une feuille est supposée ressembler. Elle leur apprit à lire les sols aussi. Comment la couleur de la terre dit ce qu'elle contient. Pourquoi les plantes qui poussent naturellement à un endroit sont une carte de ce que cet endroit peut donner.
Son père lui avait appris cela sans jamais lui dire qu'il lui apprenait quelque chose. Il marchait, et il regardait, et il nommait, et elle avait fait pareil sans y penser pendant 20 ans. C'est un vendredi d'août que Céleste vint. Elle arriva seule dans l'après-midi, avec sa canne et son manteau malgré la chaleur. Parce que Céleste Vernet était une femme qui avait ses habitudes vestimentaires, et une fièvre de cheval ne les avait pas changées, alors l'été non plus. Elle s'assit sur la chaise que Marguerite avait installée près de l'entrée pour les gens qui venaient la consulter. La chaise avec le coussin en velours rouge qu'Henriette Aumont lui avait apporté un jour, en disant qu'on ne pouvait pas recevoir du monde sur un tabouret à 3 pieds. Louisette était là ce jour-là, penchée sur son cahier neuf, en train de noter ce que Marguerite lui dictait sur les propriétés de la valériane. Elle écrivait avec sa langue entre les dents, les 2 coudes sur la table, dans la posture exacte que les institutrices désespèrent de corriger, et qui est en réalité la posture de quelqu'un qui pense vraiment à ce qu'il fait. Céleste regarda sa petite fille écrire. Elle resta ainsi un long moment, les mains posées sur le pommeau de sa canne, sans parler. Son visage avait une expression que Marguerite ne lui avait jamais vue. Quelque chose de déposé, comme quand on pose un poids qu'on portait depuis si longtemps qu'on ne savait plus qu'on le portait. Elle ne dit pas pardon. Céleste n'était pas une femme qui disait pardon, et Marguerite l'avait compris depuis longtemps. Certaines personnes portent leurs regrets d'une façon qui ne passe pas par les mots, parce que les mots ne sont pas leur langue maternelle pour ce genre de choses. Céleste restait, elle revenait. Elle envoyait ses petits-enfants apprendre ce que Marguerite savait, comme si elle disait par là que ce savoir avait de la valeur, que la personne qui le détenait avait de la valeur, et qu'elle l'avait su depuis le début même quand elle avait fait semblant de ne pas le savoir. Ce soir-là, après que Céleste fut repartie, et que les enfants eurent repris le chemin des châtaigniers avec leurs cahiers sous le bras, Marguerite resta seule dans le troglodyte et regarda ce qui l'entourait. Les étagères de pierre couvertes de bocaux et de sachets. Le cahier d'Édouard ouvert sur la table. Le plan de chenin que Fernand avait apporté, qui avait pris dans un pot en terre cuite et attendait le printemps prochain pour aller en terre. Les dessins de Paul épinglés au mur avec des pointes en bois. Elle avait voulu faire du vin. Elle avait voulu devenir indépendante par le vin, par une cuvée vendue au marché, par un plan propre et logique qui transformait un cahier trouvé dans un recoin en quelque chose de concret et de vendable. Elle n'avait pas voulu devenir cela, ce lieu, cette personne à qui on vient frapper le soir avec de la fièvre ou des douleurs, ou une enfant qui veut apprendre le nom des plantes. Elle pensa à son père qui lui avait tout transmis sans savoir qu'il lui transmettait quelque chose. Elle comprit ce soir-là que ce qu'on construit ressemble rarement à ce qu'on avait dessiné. Et que c'est souvent mieux ainsi, parce que ce qu'on dessine vient de ce qu'on connaît déjà, alors que ce qu'on construit vraiment vient de ce qu'on est sans le savoir encore. Les décennies passèrent sur le coteau comme elles passent sur le tuffeau, lentement en laissant des traces qu'on ne voit bien qu'en reculant. Le vin exista finalement. Le chenin de Fernand donna sa première cuvée 4 ans après avoir été planté, un blanc sec avec quelque chose de minéral et de tenace qui ressemblait à la roche dont il venait. Marguerite en vendit quelques dizaines de bouteilles au marché d'Amboise, un samedi de novembre, sans enseigne ni discours. Les gens goûtaient, payaient, revenaient l'année suivante. Ce n'était pas une fortune. Ce n'était pas non plus ce qu'elle avait imaginé au début, cette indépendance conquise par le seul commerce du vin. C'était mieux que ça, une petite cuvée modeste qui prouvait que le coteau pouvait donner quelque chose si on lui posait la bonne question, et que la patience est une forme d'intelligence que les gens pressés ne reconnaissent pas toujours. Mais ce n'est pas pour le vin que les gens se souvenaient de Marguerite Aubert. L'herboristerie du troglodyte, comme on l'appelait dans la région depuis les années 60, était devenue au fil du temps quelque chose qui n'avait pas de nom exact dans les catégories habituelles. Pas une pharmacie, pas un cabinet, pas une école au sens institutionnel. Un lieu où on venait chercher ce que les lieux officiels ne donnaient pas. Du temps, de l'écoute, une connaissance qui ne condescendait pas. Louisette, la petite fille de Céleste qui écrivait avec sa langue entre les dents dans un cahier neuf, était devenue herboriste certifiée à Lyon et avait repris une partie du travail de Marguerite dans les années 80. Thomas cultivait les vignes du coteau. Paul, le garçon silencieux qui dessinait les plantes, avait publié un ouvrage de botanique illustré qui était encore utilisé dans certaines facultés de pharmacie.
Céleste mourut en 1971 à 82 ans, dans son lit, avec la régularité d'une femme qui avait décidé de l'heure et n'avait pas eu à y revenir. Marguerite assista à l'enterrement. Elle se tint un peu en retrait, comme quelqu'un qui sait exactement quelle est sa place et n'a pas besoin qu'on la lui indique. Après la cérémonie, Thomas vint lui prendre la main, sans rien dire, et ils restèrent ainsi un moment devant la tombe, le vieux vigneron et la femme du troglodyte, dans ce silence des gens qui ont traversé quelque chose ensemble et n'ont pas besoin de le nommer. Marguerite Aubert mourut un matin d'octobre, à 79 ans, dans la chambre qu'elle s'était construite dans la partie la plus profonde du troglodyte, là où la température ne changeait jamais et où le silence avait cette qualité particulière de la roche ancienne. Ces herbes séchaient encore au plafond. Le cahier d'Édouard Bassin était posé sur la table, ouvert à la dernière page, celle où il avait écrit « Le vin n'est pas le raisin, ni le travail, ni la cave. Il est la somme de tout ce qu'on a fait sans savoir encore ce qu'on faisait. » Sur sa pierre tombale, dans le petit cimetière au-dessus de la Loire d'où on voit les falaises de Tuffeau par temps clair, Louisette fit graver 3 mots. Elle savait. Pas elle a guéri, pas elle a enseigné, pas elle a réussi. Elle savait, parce que c'était cela, au fond, qui avait tout commencé et tout rendu possible. Ce qui me frappe dans l'histoire de Marguerite, ce n'est pas la résilience, même si elle fut remarquable. Ce n'est pas l'ingéniosité, même si elle transforma une roche creuse en quelque chose que des générations se sont transmis. Ce qui me frappe, c'est la nature exacte de ce qu'on lui a reproché. Elle savait trop. Elle voyait ce que les autres ne voulaient pas voir. Elle posait des questions qui rendèrent les gens mal à l'aise, non pas parce qu'elles étaient impertinentes, mais parce qu'elles étaient justes. Combien de fois dans votre vie vous a-t-on fait sentir que ce que vous saviez était de trop? Que votre façon de voir les choses dérangeait, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle obligeait les autres à regarder ce qu'ils préféraient ne pas regarder? Combien de fois avez-vous rangé ce que vous saviez dans un coin, comme des herbes qu'on suspend sans savoir encore à quoi elles serviront? Marguerite n'a pas décidé de sauver qui que ce soit. Elle a marché dans la neige jusqu'à une roche creuse, elle a essayé de faire du vin, elle a échoué. Et pendant qu'elle échouait, elle a continué à faire ce qu'elle avait toujours fait: ramasser, observer, comprendre, transmettre. Le savoir qu'on lui avait reproché d'avoir était exactement le savoir qui nourrit encore aujourd'hui les gens qui ont appris d'elle. Ce qui vous distingue n'est pas un défaut à corriger. C'est peut-être la chose la plus utile que vous possédiez, et la seule que personne ne peut vous mettre à la porte, en vous la lançant derrière le dos. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Parce qu'il y en a d'autres. Des gens ordinaires qui ont construit des choses extraordinaires dans des endroits où personne ne regardait, avec ce qu'ils savaient et ce qu'on leur avait dit de ne pas valoir. Ces histoires méritent d'être racontées, et vous méritez de les entendre.